Le mardi 17 juin 2025, un silence dense enveloppe la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan. Il n'y a pas encore de juré, aucun témoin n'a été appelé et pourtant quelque chose plane déjà. Une tension sourde, presque physique. Ce matin-là, le calme ne précède pas la tempête, il en est le premier signal. Le juge entre, l'air grave, son regard balaie la salle, ses mots tombent sans détour, froid, lent, tranchant. Quelqu'un a menti, dit-il d'une voix ferme. Une ou plusieurs personnes dédiant ici présentes ont violé l'ordre de confidentialité de cette cour. Le choc est immédiat. Les avocats, les journalistes, même les agents de sécurité retiennent leur souffle. Le juge ne parle pas d'un incident mineur. Il fait allusion à un article publié durant le week-end, un article contenant des informations censées rester secrètes, issues d'une audience à huis clos, des informations que seuls quelques initiés pouvaient connaître. Et l'un d'eux a parlé, peut-être même trahi. Le juge ne nomme pas de médias. Mais dans la salle, tous les regards convergent vers le même nom, TMZ. Le site vient justement de publier un article évoquant un juré qui aurait reçu un SMS étrange, un message venu de nulle part, demandant simplement « Êtes-vous le juré numéro 6 ?» Ce détail à lui seul fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce juré, justement, était déjà suspecté la veille, et ce message pourrait bien révéler qu'un acteur extérieur tente d'influencer le procès. Ou pire, qu'un des jurés a déjà parlé, le doute est lancé. L'affaire, désormais, ne se limite plus aux accusations contre Sean Diddy Combs. Elle devient une question d'intégrité judiciaire. Le juge hausse le ton, il évoque des sanctions pénales, la possibilité de saisir les téléphones portables, de faire témoigner sous serment toute personne impliquée. Il ne tolérera plus aucune omission, aucun faux fuyant. Plus personne ne pourra se défausser, tranche-t-il en regardant les avocats un par un. La responsabilité repose désormais sur les épaules des principaux représentants de chaque camp. Dans la salle, les visages se figent. Le décor a changé. Ce n'est plus une audience classique, c'est une mise en garde publique. Puis la première décision tombe, le juré numéro 6 est officiellement écarté. La raison, il aurait omis de signaler qu'il ne réside plus à New York, mais dans le New Jersey avec sa compagne. À première vue, cela pourrait sembler anodin. Mais dans un procès fédéral, la précision des informations fournies par les jurés est cruciale. Et là, plusieurs incohérences ont été relevées. Des réponses vagues, des déclarations contradictoires. Et ce SMS suspect venu renforcer le malaise, le juge y voit un danger sérieux. Un signal d'alarme, il ne tergiverse pas. Le juré est exclu, remplacé immédiatement par un suppléant. Une procédure certes ordinaire, mais dans ce contexte, elle prend une toute autre signification, car ce n'est pas seulement un siège qui se libère, c'est la crédibilité du jury tout entier qui vacille, mais l'affaire ne s'arrête pas là. À peine le cas du juré numéro 6 est-il clos qu'un nouveau nuage s'annonce. Le juré numéro 7, lui aussi, est désormais dans le viseur du juge. Cette fois, aucune explication n'est donnée, aucune information ne filtre. Le juge ordonne que le traitement de cette situation se fasse à huis clos. Les journalistes sont exclus, les portes se ferment. Ce silence dans un procès aussi médiatisé est en lui-même un message. La confiance est rompue. Deux jurés mis en cause en moins de 24 heures. L'un exclu, l'autre potentiellement sur le départ. Le cœur même du procès est en train de se fissurer, car sans jury, pas de verdict. Et si ce jury est compromis, c'est toute la procédure qui peut s'effondrer. Dans les couloirs du tribunal, l'inquiétude monte, les murmures deviennent des soupçons. Qui parle, qui écoute, qui manipule les fils invisibles de ce procès? Le juge, lui, est inflexible. Il évoque de possibles poursuites, des investigations internes, des sanctions disciplinaires. Il parle de vérité, de loyauté et de trahison. Ce matin-là, le procès de Sean Combs ne s'est pas ouvert sur un témoignage ni une preuve accablante. Il s'est ouvert sur une fracture, une faille dans la confiance, un danger sourd tapi dans l'ombre. Et tous le savent, à partir de cet instant, rien ne sera plus pareil. Dans ce climat déjà fragilisé, un nom revient sans cesse comme un écho insistant dans les discussions à voix basse. Brandon Paul. Depuis plusieurs jours, il hante les bancs de la salle d'audience sans même y être assis. Son absence pèse. Son silence intrigue. Il est celui que beaucoup surnomment déjà le passeur, le maillon invisible, l'homme de l'ombre. Un rouage discret mais essentiel dans les coulisses de ce que la justice tente de dévoiler. Brandon Paul, selon plusieurs témoignages et documents, aurait joué un rôle logistique crucial. Organiser des déplacements, réserver des hôtels, encadrer certaines rencontres. Il aurait été là sans être vu,
présent mais effacé, ni témoin vedette, ni accusé, et pourtant au centre de l'engrenage. C'est pour cette raison qu'il a reçu l'immunité complète. Un privilège rare, une protection totale. En échange, il devait parler, révéler ce qu'il sait, mettre des mots sur ce que d'autres n'osent que suggérer. Mais ce mardi 17 juin, alors que tous l'attendaient, il ne dit rien. Lorsque son nom est appelé, la salle retient son souffle, les micros sont prêts, les caméras sont braquées. Et puis, face au juge, Brandon Paul lève les yeux et plaide le 5e amendement. Il invoque son droit constitutionnel à ne pas s'auto-incriminer. C'est légal, c'est son droit. Mais dans un procès déjà miné par les doutes, ce silence devient assourdissant. Pourquoi refuser de parler alors qu'il est protégé? Que craint-il? Ou plutôt, qui craint-il? Le juge, un instant, le fixe longuement. Il n'insiste pas. Mais dans la salle, les interprétations se multiplient. Certains murmurent que Brandon Paul aurait reçu des pressions. D'autres pensent qu'un accord secret serait en cours, pas encore validé. Il y a aussi ceux qui n'y croient plus, qui voient dans son mutisme la peur nue, celle de celui qui sait trop, qui a vu trop et qui ne veut plus être au centre du jeu. Le parquet, visiblement pris de court, indique que Brandon Paul sera rappelé plus tard. Pas aujourd'hui, pas maintenant, il faudra attendre. Mais pour ce jour-là, l'effet est immédiat. Une présence fantôme plane sur le procès, une absence qui paradoxalement en dit long. Il était censé être le témoin clé, celui qui relierait les pièces du puzzle, qui confirmerait certains récits. Au lieu de cela, il a renforcé l'opacité, il a élargi le brouillard. Dans la salle, même les visages les plus neutres trahissent l'inconfort. Ce n'est pas seulement un homme qui a refusé de parler, c'est un pan entier du procès qui s'est refermé sur lui-même. Et alors que la tension ne retombe pas, que le spectre du silence de Brandon Paul plane encore dans les esprits, le procès reprend. Mais plus rien n'est vraiment comme avant. Le tribunal est sous pression. Les rumeurs d'interférences extérieures circulent. 2 jurés ont été écartés ou convoqués. Un témoin sous immunité garde le silence. Et dans ce climat d'incertitude, une question revient sans cesse. Jusqu'où cette affaire peut-elle aller? Car si les jurés eux-mêmes deviennent instables, si les témoins protégés refusent de parler, si des éléments fuitent dans la presse, alors ce n'est plus seulement le procès de Didi qui est en jeu, c'est la solidité même du système judiciaire qui vacille. Alors que le tumulte autour des jurés et de Brandon Paul retombe à peine, le procès reprend enfin son rythme judiciaire. Cette fois, ce sont les preuves matérielles qui sont à l'honneur, pas des témoignages, pas des rumeurs, mais des documents, des relevés, des chiffres. C'est l'agent spécial Penland qui revient à la barre, calme, méthodique. Elle n'est pas là pour faire du bruit, elle est là pour assembler les pièces. Sa voix est neutre, presque clinique, mais ce qu'elle présente est d'une puissance froide. D'abord, les relevés bancaires, des billets d'avion, des factures d'hôtel, des transactions parfois anodines, sauf qu'elles suivent toutes un même fil conducteur. Elles sont réglées avec la carte American Express de Didi, août 2009. Un homme nommé Jules, proche du cercle privé de l'accusé, voyage de Los Angeles à New York. Le vol est payé par Didi. Les échanges de messages prouvent qu'il s'agit d'un arrangement planifié. Septembre 2014, un autre homme, Dave, fait un trajet similaire. Réservation d'un hôtel de luxe sous pseudonyme. Encore une fois, la carte bancaire utilisée est liée à Didi. Octobre 2012, un hôtel de Times Square facture près de 786 $ pour des dégradations dans une suite. Rideaux, moquettes, draps à remplacer. Le paiement passe par une carte liée à Bad Boy Entertainment et Comb Enterprise, 2 entités sous contrôle de Didi. Un schéma se dessine, ce ne sont plus des anecdotes, c'est une logistique structurée, mais ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont aussi des noms. Cassie, Drock, Keika, Carrie Morgan, des membres clés du récit judiciaire. L'agent Penland relie les éléments, elle ne raconte pas une histoire, elle déroule un réseau, et puis tout bascule avec mars 2016. Ce mois-là, les échanges entre Didi et Cassie prennent une tournure dramatique. L'agent lit les messages, la salle écoute, médusée, 8 appels consécutifs, des messages insistants. Didi écrit « Tu vas m'abandonner ? Si tu ne réponds pas, tu n'entendras plus jamais ma voix. Aide-moi !» Cassie finit par répondre et ses mots sont glaçants. J'ai un œil au beurre noir, une lèvre éclatée. C'était le plus grand moment de ma carrière et j'ai fui.
Tu es malade de croire que ce que tu m'as fait est acceptable. Chaque mot lu à voix haute semble couper le souffle de la salle. L'agent Penland déroule l'épreuve sans émotion, mais leur poids est lourd, ce ne sont pas de simples textos, ce sont des fragments d'intimité exposés devant un tribunal. Mais la défense n'est pas restée muette. L'avocat de Didi, Marc Geragos, prend la parole et sa stratégie est claire, introduire le doute. Il attaque les tableaux présentés par l'agent Penland. Certaines dates sont absentes, des lieux sont flous. Cassie n'est pas toujours présente dans les événements décrits et surtout, Penland n'a pas produit ces documents elle-même, elle se contente de les commenter. Puis Geragos change de ton, il sort les échanges intimes entre Didi et Cassie, des messages d'amour, de désir, des rendez-vous fixés par consentement mutuel. Tu peux choisir la date que tu veux, écrit Didi. Un vendredi serait parfait, j'aurai le reste du week-end pour récupérer, répond Cassie. Geragos enchaîne, il parle de jeux de rôle, de scénarios, d'hôtels de luxe réservés pour des mises en scène amoureuses. Il affirme que tout cela était mutuel, assumé, voulu. Même les vidéos diffusées à huis clos sont évoquées, des scènes d'intimité filmées, des gestes, des regards. La défense insiste, rien ne prouve la coercition. Tout indique une relation étrange, peut-être toxique, mais consentie, et pourtant une question demeure suspendue au-dessus de la salle. Peut-il vraiment y avoir consentement quand la relation est marquée par le contrôle, l'argent, la peur et l'emprise ? C'est la faille dans le raisonnement de la défense, une faille que l'accusation compte bien exploiter, car même si les messages intimes existent, même si les échanges semblent ambigus, les faits matériels, les blessures évoquées, la peur exprimée, reste. La journée s'achève sur ce paradoxe. Le procès est devenu un champ de tensions multiples, deux jurés sur la sellette, un témoin clé muet, un juge en colère, un accusé impassible et un jury qui écoute, qui observe, qui peut-être doute, mais ce doute-là dans un procès aussi sensible peut tout faire basculer et dans la salle d'audience, une impression s'installe, la tempête n'est pas terminée, elle vient peut-être seulement de commencer.